Mais pas les vôtres. J'autorise les questions de gens qui n'y connaissent rien. Hein. Et pas de ceux qui sont meilleurs que moi. Bon, ben on attaque. Qu'est-ce qui se passe? Ah là, ça fait peur, là. Il y a des musiciens? Ah, pour après. Ah bah oui, là, il faut que j'y aille, du coup. Il est quelle heure, là? Il est 20 au moins? Et quart. Ah, j'attendrai bien. Ah, voilà des gens qui arrivent, là. Alors, ils connaissent aussi par cœur. Ouais, ça, c'est une catastrophe. Oui, oui, c'est vrai. Bon, c'est du bignou, mais il y a de la bombarde aussi. Alors là, la bombarde, c'est tragique. C'est du bignou. Bien, eh ben, je vois que nous sommes au complet. Nous avons fait salle pleine. Oui, donc je m'appelle Alain Lozac, je m'occupe de R&D au sein d'un groupe industriel qui s'appelle Calib Group et qui représente plusieurs PME. On va détailler ça tout à l'heure. Et donc je vais vous présenter le soudage par friction malaxage, d'IFSW, Friction Stir Welding, chez Calib Group, tel que nous le mettons en œuvre. Là j'ai la totale. Là ça va pas aider. Hein. Donc je vais parler fort. Je peux pas me battre déjà contre le cocktail, mais alors contre les bombardes, c'est catastrophique. Donc, voilà. Alors une présentation rapide de ce que je vais vous dire, ce qui n'est pas très grave, on verra au fur et à mesure. Et donc la première chose, Calib Group. Donc Calib Group, c'est une société qui représente 6 sites de production, 4 en France et 2 à l'étranger, un en Roumanie et un au Maroc. Et cet ensemble d'entreprises qui sont des PME sont des entreprises industrielles qui ont pour vocation de réaliser des pièces en série, tout secteur de l'industrie, on va voir après, et par usinage. Donc en fait, toutes ces sociétés usinent des pièces en série pour différents secteurs de l'industrie qu'on va détailler là. Donc vous avez un peu la représentation du panel client de l'ensemble des sociétés que l'on a vues et qui représentent Calib Group. Donc avec principalement du médical et de la défense, une grosse partie d'automobile, de la robotique, énergie, aérospatiale, télécom, optique. L'une de ces sociétés vient d'acquérir un moyen de soudage par friction malaxage. Il s'agit de Cap Profilé qui est basé à Lisieux. Je vais donc vous présenter ce qu'est le soudage par friction malaxage, le moyen que l'on a, les intérêts et les inconvénients du procédé et le type de pièces que l'on peut réaliser. Donc ma présentation va plutôt être orientée industrie que scientifique sur le procédé. Alors, qu'est-ce que le soudage par friction malaxage? Il s'agit de réaliser une soudure sans mise à l'état liquide des matériaux de base. Cette technologie, ce procédé de soudage, s'intéresse à des matériaux à bas point de fusion. Alors, typiquement l'aluminium, et c'est là où on va le trouver le plus, et d'autres matériaux qui peuvent être, par exemple, le cuivre. Le procédé consiste à introduire dans le joint de soudure des éléments que l'on veut souder ensemble. Alors là, vous avez ici 2 plaques qui demandent à être soudées avec un joint de soudure qui va être positionné entre les plaques. On vient introduire un outil qui est en rotation et qui est constitué d'un premier cylindre et ensuite d'un cylindre plus petit. À l'intérieur de ce joint de soudure à force, l'épaulement entre les 2 cylindres vient se poser sur la partie supérieure des plaques à souder et on avance ensuite à force dans le joint de soudure, toujours en tournant, et l'échauffement créé à la fois par la rotation et par l'avance de l'outil va rendre l'aluminium à l'état
c'est pas un état, hein, c'est un état solide, mais dans le domaine pâteux. Pendant l'avance et de par la rotation de l'outil, cette pâte va contourner le pion ici et va venir refermer le trajet du pion, le trou qu'il laisse derrière lui, et va donc créer un mélange des deux métaux initialement des plaques. Et donc ce mélange va créer, en refroidissant, une soudure, mais une vraie soudure métallurgique, c'est-à-dire qu'on va avoir une cohérence complète des réseaux cristallographiques entre les deux plaques. On est bien dans le domaine de la soudure et de la métallurgie. Donc ça, c'est expliqué un peu là. J'ai un petit film tout à l'heure qui vous montrera mieux, mais je voudrais avant faire quelques généralités sur la soudure avant de passer le film. Alors, avec quoi on peut procéder à cette soudure? De manière traditionnelle et jusqu'à très récemment, il y avait 3 méthodes pour générer cette soudure. Il y avait des machines dédiées de type fraiseuse, mais qui étaient dédiées à la soudure et donc qui possédaient un certain nombre d'équipements qui permettaient de souder et qui ne possédaient pas en général les équipements qui permettaient d'usiner, notamment les changements d'outillage rapide, et autres éléments liés aux machines-outils à commande numérique et au centre d'usinage actuel. Oui, c'est bizarre. Allô, allô. Oui, c'est bien aussi, c'est même mieux. Donc ces machines de type fraiseuse étaient sans doute ce qui était le plus utilisé pour souder jusqu'à présent. Il y a aussi possibilité de souder avec des robots, et là on va attaquer des formes gauches. Ou alors, quand il y a des épaisseurs importantes à souder, on va plutôt être sur des portiques, mais qui quelque part rappellent la fraiseuse. Donc là, il y a une soudure réalisée. On va continuer. Les avantages et les contraintes de cette soudure. Alors ça, c'est important, parce que pourquoi on soude par cette voie non liquide? Alors les avantages, et c'est ceux-là qui sont les plus importants, c'est les propriétés de la soudure. Donc, première chose, faible déformation des pièces soudées. En effet, on n'atteint pas des températures très élevées. On est à peu près aux 2/3 du point de fusion du métal que l'on soude. Donc, en ce qui concerne l'aluminium, on va être à peu près, au maximum d'ailleurs, à 400 degrés au niveau de la soudure. Donc, en fait, on n'est pas à l'état liquide, encore une fois, on reste à l'état solide. Et on a un niveau de température qui est assez faible et qui n'engendre que peu de déformation. La deuxième chose, et c'est une des plus importantes, c'est qu'on conserve les propriétés mécaniques de la soudure par rapport au métal de base, et on les conserve bien mieux que par une soudure par voie liquide. Troisième chose, on a une très bonne étanchéité, et ça de manière native, c'est-à-dire que la soudure est immédiatement étanche, ce qui est très difficile à obtenir sur une soudure aluminium par voie liquide. Et la dernière chose, qui est aussi très importante, c'est qu'on peut souder par cette techno toutes les nuances d'aluminium, et notamment celles qui ne se soudent pas par voie liquide. C'est important parce que ça va faire émerger des marchés nouveaux. C'est en quoi d'ailleurs la technologie est disruptive, car elle permet de faire des choses qui n'étaient pas réalisables avant, et notamment de souder les aluminiums haut de gamme, et notamment ceux de l'aéronautique. Alors d'autres avantages, la reproductibilité, on est sur une opération machine, donc une reproductibilité machine. Et alors, l'utilisation de machines standards possibles, c'est pas ce que vous avez vu avant, mais c'est ce qu'on va voir après. C'est nouveau. La dernière chose, des consommables, pas d'utilisation ni de métal d'apport, ni de gaz, donc une techno assez propre. Alors les contraintes, parce que tout ça n'est pas exempt de contraintes, ça serait trop beau et c'est pas la panacée du coup. Il y a des efforts à gérer. On comprend bien que quand notre outil de soudure il avance entre deux plaques, ces deux plaques ne demandent qu'à s'éloigner l'une de l'autre, et donc il faut les retenir, et donc il faut gérer les efforts engendrés. En fait, le procédé il est à la base mécanique, donc il engendre des efforts et il engendre de la chaleur. C'est la chaleur qu'on récupère pour faire la soudure, mais à côté il y a les efforts à gérer. Hop, voilà. Donc un bridage important des pièces à souder, puisqu'on appelle une enclume pour supporter la zone soudée si elle n'est pas auto-supportée. C'est-à-dire si on n'est pas sur des plaques mais qu'en dessous c'est du vide sous notre soudure, eh ben, il va falloir mettre un élément pour supporter l'effort donné par le pion. Géométrie de soudure, alors sur des machines type machine-outil, on ne peut faire que des formes relativement simples, donc planes, qui sont plutôt sur des plans, ou très peu gauches. Par contre, on peut aller chercher des soudures orbitales, c'est-à-dire sur des cylindres, avec un axe qui est un vireur, qui permet la rotation des pièces à souder. Par contre, un robot, comme on a vu tout à l'heure, permet d'aller atteindre des formes complexes et des formes gauches. Les robots, c'est en cours de développement et ça avance
beaucoup en ce moment pour l'utilisation des robots pour faire ce type de soudure. Mais ce n'est pas encore complètement abouti. Les outillages, alors chaque soudure demande un étouillage spécifique. Alors on peut réutiliser des outillages pour des soudures identiques, mais l'outillage est lié aux dimensions du joint de soudure. Et puis la dernière chose qui est importante, c'est la gestion de la sortie de l'outil qui laisse un trou. On va voir ça tout à l'heure avec une vidéo. Quelques mots, alors je ne vais pas être trop scientifique et trop métallurgique, mais quand même ça peut être important pour certains qui connaissent bien les alus. Donc les alus, il y a deux grands types, hein. Il y a des nuances à durcissement par écrouissage, je ne vais pas trop rentrer dans les métallurgies, hein, et des nuances à durcissement structural. Donc sur ce écrouissage, en fait, alors ce qu'on appelle le coefficient joint, c'est-à-dire l'abaissement des caractéristiques mécaniques, ou la conservation des bonnes caractéristiques mécaniques au niveau de la soudure, hein. Sur les nuances à durcissement par écrouissage, donc les nuances assez basse d'alu, hein, on est à 100%, et voire même plus. Parfois, on améliore. La soudure peut améliorer les caractéristiques mécaniques, notamment sur les hauts, du métal de base. Mais on est au moins à 100%, c'est-à-dire qu'on ne perd rien. Sur les nuances à durcissement structural, alors les nuances plus nobles, donc la perte des caractéristiques mécaniques se situe entre 70% et 80%. Non, pardon. Le gain des caractéristiques mécaniques. La perte se situe entre 30% et 20%. Ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui est en fait très bon. Par rapport à une soudure par voie liquide, qui, sur les nuances à durcissement structural, alors celles qui peuvent se souder, et ce n'est pas forcément la majorité, font perdre entre 40 et 60% de la résistance mécanique. Et là, on ne perd qu'entre 30 et 20%. Donc, on conserve de bonnes caractéristiques mécaniques, voire même de très bonnes caractéristiques mécaniques au niveau de la soudure. Dernière chose, ces nuances-là, alors on me détrompe, notamment le 20-24 et le 70-75 ne se soudent pas par voie liquide. Les 6000, si. Encore que le 6082, j'ai un petit doute. Tu sauras mieux me dire. Les 6000, on arrive à les souder avec certaines difficultés, c'est pas simple. Les 20 et les 70, alors certains 20, oui, certains 2008, mais très difficilement. Mais la plupart ne se soudent pas, les 2000 et les 7000, c'est-à-dire les nuances très hautes d'aluminium, les nuances les plus abouties. Donc, en caractéristiques mécaniques, en fait, on gagne. Non seulement on peut souder des alus qui ne sont pas soudables, mais sur ceux qui sont soudables par les deux procédés, on a un meilleur coefficient de joint, donc on a de meilleures caractéristiques mécaniques avec la soudure par friction-malaxage. La dernière chose, c'est aussi de la métallurgie, c'est de l'étanchéité qui est très bonne. Alors, je ne l'ai testé que sur des 5000 et sur des 6000, mais c'est la même chose sur les autres, vu le procédé de soudure. Et donc, on a tout de suite, alors pour ceux à qui ça parle, hein, c'est des taux de fuite au testeur hélium inférieurs à 10-8 millibar litres par seconde, sans jamais avoir à retoucher une soudure. Hein. Ce qui, sur l'aluminium, est très difficile d'avoir une étanchéité forte, très très difficile. En fait, une soudure par voie liquide de l'aluminium est difficile à obtenir pour des raisons de mise à l'état liquide de l'aluminium, pour des raisons d'hydrogène, pour des raisons d'alumine qui se mettent dans le cordon de soudure. Et les soudures par voie liquide d'aluminium sont toujours relativement poreuses, alors plus ou moins, hein, mais quand même relativement poreuses, et parfois avec des fissures. Et c'est difficile d'y échapper, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre. Là, on n'a pas ce problème du tout. On ne passe pas par voie liquide, on remet le métal derrière et il n'est pas transformé, ou très peu. Et donc, on remet du métal de base derrière le pion, en quelque sorte. Et on n'a pas du tout les inconvénients du passage en voie liquide. Je continue. Alors, quelques exemples de soudures réalisées par friction-malaxage. Alors, c'est des choses qui existent actuellement, qui sont soudées à différents endroits. Alors, ceux-là sont européens, hein. Mais assez peu, parce que c'est très peu industrialisé. Alors, de la jonction de profilés, c'est là où c'est certainement le plus utilisé. Hein, on rejonctionne des profilés entre eux pour créer des planchers. Alors la fameuse jonction des viroles pour créer les réservoirs de la fusée Ariane 6, donc qui vont être soudés en friction-malaxage. Et puis différents exemples, hein, qui sont pris un peu partout, des planchers reconstitués, des plateaux de séchage. Bon, voilà. Il faut quand même savoir que le procédé est très peu industrialisé et qu'actuellement, il y a des gens qui l'emploient, alors la plupart du temps pour créer toujours les mêmes pièces. Alors c'est le cas ici des planchers, par exemple. Je vais y arriver. Des planchers où les machines sont dédiées à créer ces planchers. Alors là, la soudure des réservoirs d'Ariane, c'est bien simple. La machine ne fera que ça et elle est faite pour ça.
Et puis sur les autres, on a des exemples de sous-traitance, c'est-à-dire des gens qui ont des machines et qui vont sous-traiter des séries de pièces. Alors c'est ce que nous on cherche à faire chez Calip, c'est d'aller chercher à sous-traiter des séries de pièces. Et là c'est pris sur les seuls, alors qui sera notre concurrent, qui est déjà notre concurrent, la seule entreprise qui réalise déjà de la sous-traitance de friction malaxage et qui est en Allemagne. Donc je tairai le nom bien sûr, pour que vous n'y alliez pas. Mais de toute façon, vous n'allez pas y aller. Dernière chose avant de voir les réalisations. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'actuellement les technos qui étaient les machines qui pouvaient créer de la soudure par friction malaxage, vous aviez le portique, alors je laisse le portique parce qu'il est quand même assez difficile à obtenir, mais il y a le robot ou la machine dédiée. Alors qui ont chacun leurs intérêts. Le robot c'est un gros investissement, la machine dédiée aussi. Et donc en fait, le fait de devoir utiliser ce type de machine pour souder était un frein à l'investissement des entreprises. En ce sens que le marché n'existant pas ou étant très peu existant, acheter une machine chère, c'était difficile. En fait, ça se mord la queue. Vous n'avez pas de marché, pour aller chercher le marché, il faut pouvoir souder, et pour ça, il faut acheter une machine chère. Et donc, ça prenait pas, sauf le fameux concurrent allemand qui s'y est mis. Mais on avait du mal à faire prendre cette soupe-là. Alors, ce qui a changé la face des choses, et c'est très net, c'est l'invention d'une tête de soudure qui vient se mettre sur un bâti, sur un bâti de broche de machine à commande numérique, alors tout à fait traditionnelle. Là, on est sur une machine à commande numérique 3 axes tout à fait normale. Et l'invention de cette tête de soudure permet d'accéder à la réalisation de soudure avec, à la base, une machine à commande numérique normale, donc que l'on peut avoir. Et cette tête de soudure, c'est une solution qui a été élaborée par l'Institut Maupertuis à Rennes, ils sont tous là d'ailleurs, et Calip Group a acheté la première tête de soudure. Nous sommes les seuls, en France c'est sûr, en Europe c'est à peu près sûr, dans le monde on ne sait pas, mais c'est très probable, à posséder une tête de soudure qui permette de réaliser les soudures que j'ai décrites précédemment à partir d'une machine-outil tout à fait normale. Et cette tête de soudure, d'ailleurs, on peut la mettre sur toutes nos machines-outils. On a 20 machines-outils dans le groupe, plus que ça dans le groupe. Et donc, elle peut venir se mettre sur toutes les machines-outils. Après la soudure, ça n'est, moyennant un peu de paramétrage de la tête quand même, je vais dire à quoi elle sert, moyennant un peu de paramétrage, un programme de commande numérique pour souder. La tête, quel intérêt est-ce qu'elle a? Alors, sans rentrer dans le détail de la science de la soudure par friction malaxage, elle a 3 intérêts. Un, elle arrête les efforts, elle ne renvoie pas les efforts à la motobroche de la machine à commande numérique. Ça ne serait pas admissible. Les efforts verticaux sont très importants en soudure par friction malaxage. Donc elle arrête les efforts, elle le renvoie sur le bâti de broche. La deuxième chose, c'est aussi un barrage thermique. C'est-à-dire qu'elle va être refroidie, elle va empêcher les calories qui sont émises par l'outil est très chaud, de remonter jusqu'au roulement de broche, qui ne tiendrait pas. La troisième chose, c'est que pour souder par friction malaxage, il est de loin, mais alors de très loin préférable, d'avoir une régulation de l'effort de soudage pendant la durée du soudage. Et cette tête permet d'avoir cette régulation de l'effort de soudage qui n'existe pas sur une machine à commande numérique traditionnelle, mais qui a été intégrée par exemple sur des machines spécifiques de soudage par friction malaxage. C'est-à-dire qu'elles ont... La tête, elle est dans la machine là. Et là, la différence, c'est qu'on a une tête qu'on va adapter sur une machine existante. Vous comprenez bien que le coût de la tête est quand même bien moindre que le coût d'une machine à souder par friction malaxage. Donc du coup, ça ouvre une porte qui n'existait pas avant et qui nous permet à nous d'avoir un moyen qui fonctionne parce qu'il est démarré et maintenant de pouvoir aller chercher un marché sans avoir eu à investir des sommes importantes dans une machine dédiée. Et ça, c'est vraiment ça le déblocage de l'affaire. À partir de là, maintenant, on va chercher le marché, ce que je suis en train de faire. Bon, je ne sens pas que j'ai un grand succès ce soir, mais on va y aller quand même. Donc, alors quand même, je vous tiens en haleine depuis un moment. Je vais passer le film. Attention, là c'est sérieux. Donc, hop, je l'arrête là. Donc là, vous avez ici l'outil que j'évoquais tout à l'heure, plusieurs fois, qui est en train de tourner avec son cylindre supérieur, son pion de soudure qui est ici, et l'épaulement entre les deux. Donc vous allez voir petit à petit, il va venir descendre. Alors le début est un peu lent parce qu'il y a la mise en place de nos efforts à gérer pendant le début, donc c'est un peu long. Et après, vous allez voir qu'il va avancer à force dans le joint de soudure qui se trouve ici, entre les deux plaques à souder qui sont là et là. Vous avez ici les éléments de bridage que l'on voit dans la pénombre, là, et qu'on va voir plus ailleurs, qui sont importants pour retenir les deux plaques. Bon, je vous laisse regarder le film. Qu'est-ce qu'il me dit, lui, là? Crête d'alimentation d'un...
Si ça va exploser. Donc l'outil tourne et petit à petit il cherche à descendre entre les deux plaques, il descend à force entre les deux plaques et vous allez voir l'aluminium qui en chauffant va devenir à l'état pâteux. Ça va être assez visible, vous allez voir, cette pâte qui va déborder du trou, là ça commence, hein, la pâte est éjectée du trou. C'est la température de frottement qui a amené l'aluminium à cet état-là. Et là, il est totalement éjecté. Et l'épaulement touche les deux faces supérieures. Et là, on avance. La température est créée à la fois par le pion qui tourne, qui est maintenant à l'intérieur du joint, et par l'épaulement qui frotte. Et donc, vous voyez bien derrière qu'on a refermé, alors de manière très dense, la soudure, parce que l'épaulement, en appuyant, il forge aussi la soudure. C'est-à-dire qu'il appuie sur une soudure qui vient d'être constituée et qui est encore chaude. Donc en fait, il va forcer sur la soudure pour la forger et la rendre très compacte. Donc là, la tête de soudure que vous voyez là, avec son refroidissement, c'est le circuit de refroidissement. Et là, l'outillage qui permet de retenir les plaques à souder. Alors, à partir de là, voilà. Alors, des exemples. Alors, quel intérêt ? Alors, on a vu les intérêts techniques tout à l'heure, on va voir les intérêts produits maintenant. Donc, quelques exemples. Alors, tout ce qui était taille et masse, alors 2 exemples de taille et masse ici, c'est-à-dire qu'on réalisait le cadre ou le boîtier qui sont à gauche en prenant des plaques ou un cube d'aluminium et on mettait en copeaux tout ce qui était superflu. Donc, on perdait beaucoup de matière. Pour le cadre, c'est de l'ordre de 95% de matière qui est partie. Alors, pas forcément en copeaux, on récupère la plaque du milieu, mais il faut la détourer quand même. Et pour le boîtier en bas, tout le volume intérieur était perdu, là vraiment en copeaux. Donc l'idée c'est pour le cadre de souder 4 méplats en aluminium et de reconstituer un brut directement qui soit un cadre et dans lequel on va usiner le cadre final. Alors j'ai les pièces ici. Donc voilà. Alors j'ai pas parlé de la gestion du trou de sortie. Vous avez bien vu qu'il y avait un trou à la sortie de... Donc il y a plusieurs systèmes pour gérer le trou de sortie. Ici, on met des pièces additionnelles que l'on va retirer après pour gérer à la fois le départ de la soudure et la sortie du pion, la sortie de l'outil. Donc les pièces additionnelles vont être retirées, vont être usinées, coupées, et vont permettre d'avoir une pleine soudure à l'endroit où on en a besoin, sans avoir les inconvénients du début et de la fin de soudure. Donc ça c'est le cadre, et une fois qu'il est usiné, vous l'avez ici, vous regarderez tout à l'heure si vous avez 2 minutes, on ne voit absolument plus aucune trace de soudure. Celui-là a été soudé, c'est un cadre sur un brut soudé. Alors vous n'êtes pas obligé de le croire parce qu'on ne voit plus rien, mais je vous assure que c'en est un. Ça c'est un exemple, c'est-à-dire sur le taille et masse, c'est en ça que quelque part cette technologie-là, elle est aussi additive. Elle permet de reconstituer au plus proche du besoin final les éléments dont on a besoin et seulement ceux dont on a besoin. Elle est additive et disruptive en fait. Un peu, comme l'impression 3D, elle est du même niveau. Alors un deuxième exemple, j'en ai pas là, si celui-là, de la jonction de profilés, recréer des profilés, alors c'était le cas des planchers qu'on a vu tout à l'heure, créer des profilés qui ne sont pas réalisables directement en extrusion, et donc créer des profilés soit plus petits, soit moins compliqués, et les ressouder entre eux en friction malaxage, parce que du coup on ne déforme rien, on ne perd pas les caractéristiques, enfin on perd moins les caractéristiques mécaniques, et ça permet d'avoir des profilés qui sont beaucoup plus sains et qui ne seraient pas soudables d'ailleurs la plupart du temps par voie liquide. Là c'est un exemple avec 2 profilés longs qui sont soudés entre eux, et puis on a rajouté une poignée. Donc des profilés soit volumineux, soit complexes, on peut les réassembler entre eux en les soudant. C'est un deuxième cas d'emploi. Un troisième cas d'emploi lorsqu'on a besoin d'une étanchéité forte, et on va être souvent dans le domaine des échangeurs thermiques, alors soit eau, soit air, mais souvent eau, et notamment les boîtes froides. Là où il y avait des soudures difficiles avec de l'aluminium, voire du montage mécanique avec des joints et des vis, on peut très bien remplacer ça par la soudure par friction malaxage, qui est assez simple à gérer en général, parce que vous avez souvent un couvercle et une boîte, et donc souder le couvercle sur la boîte, c'est pas difficile, et c'est parfaitement étanche. Alors que, je répète encore une fois, la soudure par voie liquide de l'aluminium n'est pas étanche, est difficilement étanche. Alors, sauf le pseudo-brasage sous vide, mais qui est une techno chère, qui est d'ailleurs employée dans les boîtes froides. Et là, ça remplace avantageusement le pseudo-brasage sous vide. La dernière chose, là on va le retrouver là, c'est qu'on peut souder, et là c'est vraiment important, des nuances d'aluminium qui ne sont actuellement pas soudables par voie liquide.
Alors ça c'est important parce que ça va faire émerger un marché qui n'existe pas, mais qui est difficile du coup, faut aller le chercher ce marché. Puisque les pièces ne sont pas réalisables à ce jour, il faut donc que les gens connaissent que la techno peuvent le permettre de le faire. Et ça c'est difficile parce qu'il faut donc aller, alors c'est clair, hein, on en est à un niveau où il faut évangéliser les gens de l'industrie. Hein. Donc je ne suis pas Saint-Paul, hein, mais, mais on en est là, c'est-à-dire qu'on est quelques adeptes et on n'a pas le choix que d'aller porter cette parole de façon à ce que la techno devienne connue au niveau des gens qui en ont besoin. Alors, bon, là, c'est des exemples. Là, vous avez un boîtier moulé, donc c'est du 4000, et ça ne se soude pas. Hein. Tous les alliages de fonderie ne se soudent pas. Et là, il devient intéressant de pouvoir souder des alliages de fonderie avec des alliages qui sont de l'extrusion. Bon, voilà, j'ai à peu près terminé. Alors, les enjeux, on les a vus, mais je résume là. Donc les enjeux, l'intérêt de la soudure, c'est le gain matière, gain de temps d'usinage, hein, sur le taillé masse, des simplifications des brutes, des pièces non réalisables actuellement et des assemblages de nuances d'aluminium différentes. Il y a l'étanchéité aussi que je n'ai pas rappelé là. Et bon, par contre, c'est une opération de fabrication supplémentaire, mais qui peut être en temps masqué par rapport à des opérations d'usinage quand on est en taillé masse. Souvent un nouveau design de pièces, alors ça peut freiner aussi. Il faut tenir compte de la techno pour redessiner les pièces en fonction des soudures possibles. Et une perte possible des propriétés mécaniques. Alors je dis bien possible parce qu'on va dépendre là des alliages que l'on va souder. Donc il faut faire un bilan technico-économique et donc ce procédé, il ne va pas s'adresser comme ça tout d'un coup à énormément de choses. Ça va être des niches dans énormément de secteurs d'activité, mais beaucoup le monde du transport certainement, et le monde des échangeurs aussi est concerné. Enfin, il y a un certain nombre de domaines qui sont concernés privilégiément, mais de toute façon, on va être partout. Et la conclusion, donc on est face, alors c'est vraiment une rupture technologique en ce sens qu'on peut faire des choses qu'on ne faisait pas et avec des moyens qui n'étaient avant pas dédiés à ça. On fait de la soudure avec une machine-outil et de la soudure de pièces qui n'étaient pas soudables. Donc on est dans une vraie rupture. On peut imaginer qu'à terme, une machine-outil avec son changeur d'outils va souder, usiner, ressouder, usiner. Il est évident qu'on va y arriver un jour, et à mon avis dans un avenir très proche. C'est-à-dire que la soudure sera une opération comme les autres au sein d'un centre d'usinage. On n'y est pas encore parce que la tête ne le permet pas, mais forcément ça va venir un jour. Alors une solution dans l'intérêt, on l'a vu, est à cas par cas. Un procédé de soudure, donc maintenant industrialisé en pleine expansion, ça c'est important parce qu'on sait ce qu'on fait maintenant. On connaît la techno, on connaît la soudure et on sait l'appliquer et on en connaît les avantages et les inconvénients. Possibilité de réaliser des pièces novatrices en alliage d'aluminium avec des aluminiums qui ne se soudaient pas. Et Calibre Group possède une bonne maîtrise du procédé et un outil de soudage performant. Et j'ajouterai qu'on est soutenu par l'Institut Maupertuis, hein, qui est présent ici, comme expert. C'est eux qui nous font l'expertise si on a besoin d'expertise qu'on n'aurait pas chez Calip. Et on n'a pas beaucoup d'expertise. En fait, on est des gens qui produisons. Mais s'il faut de la métallurgie, s'il faut des essais, s'il faut des tractions, donc c'est eux qui nous font cette expertise. Voilà, je vous remercie. Alors s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. J'ai mis combien de temps là? Hein? Une demi-heure? Bon. Bon, c'est très clair, je sais. Je suis vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas pu venir. C'était 1000 fois plus intéressant que les histoires de robots. J'ai une question quand même. Oui.